dont le soleil est la clé. Cette façade est ainsi couverte de figures féminines, au-dessus des enfants qui sont à l'entresol. Elle illustre cette définition de l'alchimie que l'on trouve dans de nombreux traités, comme La splendeur du soleil. Travail de femmes et jeu d'enfants. Car les femmes et les enfants, dit-on, sont proches de la nature. Et l'alchimie est un jeu et un travail avec la nature. On a trouvé un sel caché à l'intérieur de l'eau qui nous donne le feu du soleil, l'abondance et le secret de la nature. Et en haut, bien sûr, on trouve Saint-Nicolas qui nous donne le mode d'emploi, qui nous dit pour réussir à faire ça, eh bien il suffira que tu récupères les enfants de la nature, que tu les passes au sel et que tu les réassembles. L'alchimiste ne fait qu'accélérer le travail de la nature. Pour lui, les métaux sont aussi des êtres vivants. Ils croissent, fleurissent, s'épurent et deviennent de l'or. Ce qui prend des milliers de siècles, l'alchimiste le ferait en quelques années. Traditionnellement, la justice est dotée d'une balance. Mais cette balance peut avoir un sens particulier pour l'alchimiste. Elle est répétée à l'angle opposé de la Grand Place. L'alchimiste devra avant tout avoir le sens de la mesure. Parce que s'il veut trouver la voie du milieu, eh bien, il va falloir que les deux plateaux soient parfaitement équilibrés. Cette balance est entourée de deux petits anges avec des ailes. Ils disent à l'alchimiste que s'il a bien respecté les proportions, sa matière première va devenir plus légère, plus volatile, plus précieuse. Plus près des cieux. Cet allègement de la matière est confirmé sur la maison d'en face, avec l'enseigne de son restaurant, l'Auberge du Cerf. Le cerf bondit. C'est un cerf volant. On aurait pu faire un cerf assis, un cerf couché, mais un cerf bondissant, c'est quand même assez particulier pour une auberge. On peut se dire qu'il y avait quelque chose d'autre qui était caché à l'intérieur. Le cerf représente toujours d'un point de vue symbolique la matière première de l'œuvre. Sur cette gravure de Landsprink, alchimiste du XVIIe siècle, le cerf, la matière première donc, rencontre une licorne. Elle transforme le cerf pour accomplir l'œuvre au blanc, puisqu'on le sait, la licorne est un symbole de l'œuvre au blanc. Dès le moment où la matière est purifiée, eh bien elle devient légère, bondissante. Comme le cerf qu'on a derrière, cette matière s'est tellement allégée que le cerf ne touche plus terre. L'alchimiste écoute les saisons, les plantes, les animaux. Le ciel et les astres. Au sommet de la maison qui est à côté du cerf, une lune descendante. L'ange a renversé son bougeoir. Une chauve-souris est clouée par les ailes. Une lanterne est éteinte. Une mise en garde des anges, destinée à l'alchimiste distrait et imprudent qui a laissé s'éteindre son feu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ces étranges façades donnent à la Grand Place de Bruxelles une poésie proche du surréalisme.
Elle nous invite à la deuxième grande direction du travail de l'alchimiste, la transformation de lui-même. Et c'est par la musique, la sculpture, la littérature et tous les arts qu'il va pouvoir ouvrir sa conscience et s'unir à l'harmonie du monde. Les arts vont la mener aux grandes œuvres. Regardez cette riche demeure, dite du roi d'Espagne. Des personnages mythologiques ont été placés sur le toit. Ils suggèrent quelques éléments proches de l'alchimie. On peut reconnaître Minerve et le coq, qui annonce la lumière et le feu du soleil. Mercure, qui apporte les messages des dieux. Neptune, l'eau. Éole, l'air. Cérès, la terre et ses moissons. Hercule, qui représente la force et les travaux les plus fabuleux. 6 figures emblématiques. Mais en haut d'un kiosque octogonal, on voit un 7e personnage. Et ce personnage a une trompette et représente donc un son plus qu'autre chose. Et si ces 6 dieux et ce personnage représentaient finalement les 7 notes de la gamme. Car une des clés qui va nous conduire à l'intérieur de notre chemin, eh bien c'est des clés musicales aussi. Car s'il y a une portée, elle doit bien porter quelque chose. Et s'il y a des clés, eh bien ces clés doivent bien ouvrir des portes. Eh bien, des portes seront ouvertes grâce à la musique, aux 7 notes de la gamme représentées par ces 7 dieux qui nous conduiront aussi sur cette voie du milieu. L'alchimie est d'abord art de musique. Monteverdi, considéré comme l'inventeur de l'opéra avec son Orfeo, où le héros par son art peut franchir les barrières de la mort, était passionné d'alchimie. À Prague, il avait rencontré Michael Mayer, auteur d'un célèbre traité d'alchimie, La Talente fugitive. Le grand œuvre y est expliqué par un ensemble de fugues, de gravures et de poèmes. Un essai d'art total. Comme l'opéra, qui veut dire œuvre. L'alchimiste écoute la musique de son creuset. Il doit aussi pouvoir comprendre les couleurs qui en sortent. De grands peintres furent proches des alchimistes, les Flamands en particulier, Jérôme Bosch, Van Eyck, Bruegel l'Ancien ou Bruegel dit de velours, qui consacrent une série de tableaux aux éléments. Le feu, l'eau, la terre, l'air. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 7 notes de la gamme, nous mènent à l'infini. Le pan incarne pour l'alchimiste l'infinité des couleurs. On le retrouve sur la Grand Place,
transformé en or, juste à côté de la maison des 7 dieux. On sait qu'il faudra passer à travers des notes. Eh bien, le pan nous donnera la clé des couleurs. Et quand on aura les deux, c'est-à-dire le chant du pan et ses couleurs, eh bien, on aura enfin le secret de la gamme chromatique. Car c'est curieux comme nom de parler de gamme chromatique. La gamme, c'est de la musique, du son, et pourtant on parle de chromatique, de couleurs. Y aurait-il un lien entre les couleurs et la musique ? On s'apercevra, quand on ira à Chartres par exemple, que les couleurs sont une clé et la musique, la serrure. Et bien entendu, Salomon Trismozin, dans son traité d'alchimie La splendeur du soleil, associe le pan à un concert. L'alchimiste doit également savoir jouer avec les mots. La maison dite du duc de Brabant, riche de ses pilastres dorés, lui parle de l'alchimie du verbe. Certaines figures sont des hiéroglyphes, disait-on à la Renaissance, c'est-à-dire des rébus dont les solutions livrent quelques secrets utiles, comme ce pot en étain. L'étain est un métal très particulier, c'est le métal de Jupiter, la foudre. Et c'est étrange parce qu'on entend éteint. Éteint pour la foudre, c'est bizarre, sauf si on utilise un produit tiré de l'étain, qui est le sel d'étain. Alors l'étincelle, bien sûr. Donc le sel d'étain permettra de capturer la foudre, capturer une énergie particulière pour compléter notre œuvre. Après le feu du ciel, l'air, le vent. Caché dans le hiéroglyphe du moulin à vent. Le moulin de la galette, disent les alchimistes. Ils moulent la farine pour fabriquer la galette des rois, l'or. Le moulin à vent signifiera quelque chose de particulier en alchimie, car on dit le vent l'a porté dans son ventre. Le ventre du vent. Pour pouvoir explorer les rouages cachés de la matière, l'alchimiste doit en même temps explorer ceux de sa propre conscience. Cette gravure de style médiéval, placée par Camille Flammarion dans son livre sur l'atmosphère, est le reflet de cette curiosité tous azimuts de l'alchimiste. Le ventre du vent. Michael Mayer, dans son Atalante fugitive, en fit bien entendu une fugue, une image et un poème. De nombreux écrivains se sont évidemment intéressés à ce vent mystérieux, qui donne vie à leurs personnages. Je pense particulièrement à Cervantes qui a expliqué ça dans son texte Don Quichotte, car bien sûr Don Quichotte est un roman alchimique. Don Quichotte, grand et maigre, Sancho Panza, petit et gros, le couple infernal, soufre Mercure, à la quête justement du souffle à l'intérieur des géants. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces géants? Bien sûr, les moulins à vent. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ventre des moulins à vent? Eh bien, un secret caché à l'intérieur du vent. Pour l'alchimiste, comme pour Don Quichotte, il faut donc savoir regarder au-delà de ce qu'on croit voir. La quête nous dira donc, vois au-delà des apparences et tu trouveras le souffle caché à l'intérieur de la matière.